Chronique hors-jeu du 19 juin 2026. Vertières, un retour en force par Daniela Ferrière de l'Académie française. Chaque vendredi, l'écrivain livre ses réflexions personnelles sur l'air du temps, un peu comme s'il tenait un journal. Vertières, le lieu de la dernière bataille à Saint-Domingue entre l'armée de Bonaparte, commandée sur place par le général Rochambeau, et l'armée des esclaves, dirigée par le général Dessalines, fait ces dernières années un retour fracassant sur la scène internationale. D'abord, en faisant son apparition pour la première fois dans le plus vieux dictionnaire de langue française, celui de l'Académie elle-même, où il est donné comme un des exemples éclatants du mot « victoire ». Vertières est devenue ensuite une station de métro à Montréal pour enfin provoquer une controverse internationale durant le championnat mondial de football quand la FIFA a exigé qu'Haïti enlève ce symbole du maillot de ses joueurs. Je ne conteste nullement la décision de la FIFA car Vertières n'est pas seulement un symbole politique mais un fait historique que la France a effacé de sa mémoire durant plus de 200 ans. Une fois de plus, Vertières est venu au secours d'Haïti pour replacer dans le concert des nations ce mot obscène, c'est-à-dire un mot qu'il convient de garder derrière la scène, s'étale aujourd'hui, jambe ouverte, dans les journaux du monde entier. La planète apprendra un nouveau nom, Vertières, celui de la petite localité dans le nord d'Haïti où s'est jouée la dignité humaine, selon le poète martiniquais Aimé Césaire. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des esclaves se sont révoltés, ont vaincu leur maître pour fonder une nation encore existante 222 ans plus tard, même si frôlant chaque jour la catastrophe. Des Noirs libres, ça n'a pas plu à tout le monde. Et je ne parle pas de racisme, mais d'argent. Faire travailler des êtres humains sans les payer dans les plus effroyables conditions, c'est le paradis pour le maître et l'enfer pour l'esclave. Et si l'autre a pu briser ses chaînes après 300 ans de cette situation intolérable, ce n'est sûrement pas lui qui a initié la sauvagerie, comme certains se plaisent à le dire, dès le lendemain de cette indépendance, afin d'empêcher le nouveau pays d'entretenir des relations internationales. La nouvelle d'un pays fondé par d'anciens esclaves devait être tue pour protéger le plus lucratif des commerces, celui de l'esclavage. Et si vous voulez connaître les lois mises en place par le colonisateur pour garder l'autre dans sa condition d'éternelle dépendance, lisez le Code noir de Colbert de 1685, aggravé plus tard par Bonaparte. Des textes juridiques où l'esclave est défini comme un bien meuble, c'est-à-dire un animal qu'on peut vendre avec ou sans sa famille, ou léguer en héritage. Ce n'est qu'il y a 3 semaines, le 28 mai 2026, par un vote unanime du Parlement français, que le Code noir a été abrogé définitivement. 341 ans après sa promulgation par Louis XVI. On avait oublié ces règles drastiques qui régissaient la vie de l'esclave de sa naissance à sa mort. Freud a sûrement une explication pour un pareil acte manqué. Pour ma part, c'est un poisson qu'on ne parvient pas à noyer. Haïti serait donc un poisson hydrophobe. Je me souviens de ce gardien et historien du fort de Joux dans le Jura, l'endroit où Toussaint Louverture a été emprisonné, qui m'a déclaré le 23 avril 2003, 200 ans après la mort du stratège de la guerre de Saint-Domingue, que l'indépendance d'Haïti était un acte illégal.
Mais je lui ai tout de suite demandé si l'esclavage était un contrat signé par les deux parties. On s'est regardé un long moment et je n'avais jamais senti le vent de l'histoire frôler ainsi ma nuque. Quand on pense que même un élégant poète comme Musset, dans son discours de réception de l'Académie française le 27 mai 1852, pour parler des esclaves révoltés de Saint-Domingue, n'a pas hésité à les appeler monstres désenchaînés. Que dire alors de ceux qui les avaient enchaînés? Et surtout, de quelles chaînes s'agit-il? Des chaînes de l'esclavage qu'ils ont portées durant des siècles afin d'enrichir des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans l'enfer des plantations de Saint-Domingue. Voilà la source de la colère de ces monstres désenchaînés dont on a entendu le cri cette fois jusqu'en Europe. La nouvelle vague italienne. Ça a pris du temps, mais voici cette nouvelle vague italienne tant attendue. Elle pointe son nez car il arrive parfois que 3 hirondelles suffisent à faire le printemps. D'abord en 2023, le magnifique film en noir et blanc de Paolo Cortolesi. Il reste encore demain, à la fois esthétique et militant, qui retrace le combat de la société italienne pour le droit de vote des femmes. Puis l'année suivante, en 2024, le non moins splendide Prima la Vita de Francesca Comencini, qui raconte ses relations difficiles et intenses avec son père adoré Luigi Comencini, l'auteur des aventures de Pinocchio. Et là, en 2026, une année italienne de Laura Samani, le deuxième long métrage d'une jeune cinéaste de 36 ans qui, à part quelques naïvetés, semble maîtriser parfaitement les codes de cet art si imprévisible. À cela, elle ajoute une justesse dans le regard et, comme ses consoeurs, une vraie connaissance de ses classiques. Ce film s'apprête à provoquer un petit bouleversement dans le cinéma italien d'aujourd'hui qui souffre d'une morbide nostalgie des glorieuses années de l'après-guerre. C'est une vraie rupture avec la grande époque de Fellini, la Dolce Vita, De Sica, le voleur de bicyclette, Rossellini, Rome, ville ouverte, Visconti, le guépard, Antonioni, l'éclipse, et bien sûr Pasolini, dont les passions destructrices et surtout les colères explosives contre l'ordre bourgeois et toutes les formes d'injustice ont laissé des traces indélébiles chez ces nouvelles cinéastes. Cette nouvelle vague est donc menée par des femmes qui ont repris le flambeau avec une sensibilité plus subtile des mains de Liliana Cavani, Portier de nuit, ou de Lina Vetmuller, un film d'amour et d'anarchie qu'on avait repoussé trop tôt dans la pénombre. Comment expliquer la présence de ce petit film charmant, un brin dénonciateur et sans grande ambition esthétique, à côté de tous ces grands noms qui avaient redonné sa dignité à une Italie que Mussolini avait bradée à Hitler? La nouvelle génération n'a eu que Berlusconi à se mettre sous la dent. Elle va changer de focale pour faire des films plus personnels. Samani a placé son film dans la ville de Trieste, près de la Slovénie, marquée par le passage de grands écrivains souvent exilés comme Joyce, Svevo, Saba, Rilke, ce qui donne un caractère particulier à cette ville de province. J'ai cru que c'était un choix politique, mais la cinéaste était surtout intéressée par le lycée de Trieste où elle avait fait ses études. Malgré le coup de poing du début, avec les exubérances de ces jeunes hommes excités par l'arrivée dans une salle de classe survoltée d'une jeune Suédoise, la cinéaste reprend rapidement le gouvernail. Comment naviguer avec cette présence d'un sexe différent,
venant d'un pays étranger, tout en s'arrangeant pour que l'ambiance ne dégénère. Les images poétiques, à force de simplicité de Samani, ont permis au film de prendre le large. D'un film initiatique, en forme de journal de bord d'une élève de classe terminale, il devient lentement une réflexion profonde et sincère sur l'amour, l'amitié et le courage dans cette difficile tranche d'âge. On pense à American Graffiti, le meilleur film de George Lucas, et à ce roman L'attrape-cœur de Salinger, des histoires en apparence simples qui parviennent à flotter dans nos têtes plus longtemps que ces grosses cylindrées qui cherchent tant à s'imposer qu'elles nous laissent froid à la fin. Une année italienne me donne envie de revoir mon film italien préféré, Amarcord de Fellini, dégusté au Humétoscope, cette petite salle de projection de la rue Sainte-Catherine, où j'ai découvert cette époque prodigieuse du cinéma italien. J'espère qu'une jeune cinéphile de 23 ans, mon âge à l'époque, pourra voir les films de Cortellesi, Comencini et Samani, et aussi, si possible, ceux de Cavani, Vetmoler et surtout Cecilia Mangini, 1927-2021, l'ancêtre, si attentive au thème de l'immigration et des injustices sociales, n'est-ce pas, Laura Manzani?